Bonjour chers amis, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne DLUT Investissement. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo importante sur cette chaîne puisqu'il va s'agir pour moi de vous expliquer la présélection que je fais lorsque je reprends des entreprises et je sais que c'est un sujet que vous attendiez pour un certain nombre d'entre vous depuis un certain temps. Je vais vous expliquer les critères qui me conduisent à sélectionner ou non des entreprises et je devrais dire plutôt présélectionner les entreprises puisqu'il s'agit de faire un premier panorama des entreprises qui vont être à notre disposition et je vais vous expliquer pourquoi j'élimine ou je n'élimine pas un certain nombre d'entreprises. Ça va être une vidéo un petit peu hybride entre des PowerPoint et moi-même puisque c'est l'introduction d'une des parties de ma formation qui est inclue dans notre programme d'accompagnement qui s'appelle l'incubateur. Et donc, je mettrai également cette vidéo en introduction d'une des parties de la formation. Je vais donc passer sur le PowerPoint et on va parler des entreprises que nous visons et c'est donc cette présélection. Cette présélection d'entreprise, il ne faut pas la confondre avec l'analyse de l'entreprise. L'analyse de l'entreprise, ce qu'on appelle les due diligence, viennent à un autre moment. Là, on est à un moment qui est en amont de ça et que je vais vous expliquer juste ici. Quand vous faites une reprise d'entreprise, il y a plusieurs étapes. La première des étapes, et c'est c'est typiquement le plan en fait de la formation et de notre accompagnement que je vous présente ici, c'est déjà d'avoir un projet qui vous enthousiasme. Et quand vous êtes en accompagnement avec moi, je prends un temps en one-to-one pour bien vous expliquer plutôt bien vous orienter sur les bons choix d'entreprise, les bons choix de secteur, les bonnes orientations que vous devez prendre dans le cadre de vos reprises, parce que ça doit être des reprises qui déjà vous correspondent à vous. Ça doit être un projet qui vous enthousiasme. Ça, c'est vraiment un prérequis et un préalable. Ensuite, on explique, et c'est dans ce cadre-là que va s'inscrire cette vidéo, et je vous invite à faire la capture d'écran de ce que je vous indique juste là, c'est tout ce qui va être stratégie de création de valeur dans des entreprises qui ont un fort potentiel, ce que j'appelle les entreprises VIP. Et donc, je vais vous expliquer, déjà, on va présélectionner les entreprises. Là, dans cette partie-là, l'idée, si vous voulez, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche en fait, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut chercher exactement. Et on veut chercher des entreprises dans lesquelles on va pouvoir avoir beaucoup de croissance, dans lesquelles on va pouvoir créer beaucoup de richesses. Pourquoi? Parce que on va chercher des entreprises qui vont avoir un fort taux de rentabilité, une rentabilité qui va être multipliée par 3, par 4, par 5, voire plus dans les entreprises que l'on va reprendre. Ce qui va nous permettre à nous d'être sereins, d'avoir une rémunération en tant que dirigeant et également de supporter de la dette. Parce que si jamais vous avez décidé d'utiliser le levier bancaire, par exemple, si vous restez toujours à flux constant, d'accord, à cash flow constant, à trésorerie constante, ça va être difficile de payer les annuités et vous allez devoir mettre des apports. Si vous ne souhaitez pas mettre des apports dans le cadre de vos reprises, je vous invite à faire ce que je vais vous dire, c'est-à-dire de prendre des entreprises qui vont monter en chiffre d'affaires et qui vont monter quasiment à la verticale en termes de rentabilité. C'est quelque chose de très important. Ensuite, derrière ça, vous avez les stratégies de création de valeur. C'est quelque chose également que j'explique et qui va vous permettre justement d'obtenir cette croissance. Après, en 3, vous aurez le sourcing. En 4, vous aurez l'échange avec le cédant. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait les 3 premières étapes, vous allez rentrer en discussion avec des cédants. Et quand vous allez rentrer en discussion avec ces cédants, c'est là que vous allez faire les due diligence. Parce que vous allez demander les comptes, vous allez demander un tas d'informations, les RH, les process, etc. Et là, on parle de due diligence. Enfin, vous allez financer et monter votre deal avant de rendre cette entreprise autonome, parce que l'idée, c'est qu'on ait des entreprises qui soient au service de nos vies et pas l'inverse. Donc, comme je vous l'ai dit au préalable, dans la première étape, c'est d'avoir une appétence à 1000% sur le projet dans lequel vous allez rentrer. On veut un niveau d'enthousiasme et de passion très très élevé. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile quand on est passionné dans le secteur dans lequel on est. Il n'y a aucun milliardaire, là j'ai le Forbes qui est juste à côté de moi, et il n'y a aucun des 42 milliardaires qui sont présents dedans, qui est juste là, il n'y en a aucun qui n'est pas un passionné. Hors héritage, on va parler de milliardaires entrepreneurs et ils sont quasiment tous les milliardaires sont quasiment des entrepreneurs. Et d'ailleurs, 32 de ces 42 milliardaires, j'en ai fait une vidéo, 32 de ces 42 milliardaires sont des gens qui font de la reprise, d'accord, qui sont devenus milliardaires par la reprise d'entreprise. Donc, ça nécessite, pour ce faire, de bien vous connaître vous, vos forces, vos passions, etc. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais c'est un préalable, un prérequis avant de rentrer dans la partie dans laquelle on est. Et comme vous n'êtes pas tous dans la formation, je voulais vous le
redire. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, que vous gardiez une chose à l'esprit. Il vous faut un niveau de maîtrise et de compréhension à 80% du projet dans lequel vous entreprenez avant d'en faire l'acquisition. D'accord? Ça, c'est un point qui est très, très important. Et je vous demande, dans les 6 mois, de maîtriser à 100% le projet entrepreneurial dans lequel vous allez vous inscrire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous êtes qu'à 30 ou 40% de maîtrise, vous allez avoir une difficulté, c'est que vous allez rapidement vous faire bananer par des compétences que vous n'avez pas, par des fournisseurs que vous ne connaissez pas, par des pratiques, des codes qui vous sont étrangers et qui sont pourtant très très importants à maîtriser pour être serein dans le développement de vos entreprises. C'est pour ça que je vous demande au moins d'être à 80%. D'accord? Parce que si vous devez commencer à maîtriser les flux financiers, les flux, les ressources humaines, les flux de clients, le marketing, etc., et que vous devez absolument intégrer l'intégralité de ces composantes de l'entreprise que vous souhaitez reprendre, ça va être difficile pour vous. Et nous, ce qu'on veut, la clé du succès de votre prise, c'est d'avoir des projets qui vont rester simples pour vous. Ça peut être compliqué pour moi, mais ça va être simple pour vous. D'accord? Plus c'est simple, plus vous aurez de succès. Plus c'est simple, plus vous aurez de succès. Moins vous maîtrisez le projet, plus ça va être challengeant. Et oui, si je vous demande de faire de la pâtisserie, vous n'avez jamais fait de pâtisserie, c'est compliqué parce que vous connaissez pas les outils, vous connaissez pas les ingrédients, vous connaissez pas les temps de cuisson, vous ne savez pas comment tel et tel ingrédient réagit à la cuisson. Et nous, ce qu'on veut, c'est vous apprendre à faire de la pâtisserie, mais que vous ayez quand même déjà un savoir préalable, que vous ayez des acquis au préalable. Et simplement, on va vous apprendre une nouvelle recette, mais cette nouvelle recette, elle ne va pas vous nécessiter beaucoup, beaucoup d'efforts. Par contre, elle va être très, très intéressante par la suite. Voyez un petit peu le parallèle entre la pâtisserie et la reprise. Moi, ce que je souhaite faire avec les gens que j'accompagne, c'est ça. C'est que ce soit facile pour eux, qu'ils aient juste à mettre quelques briques pour arriver à des résultats extraordinaires. Alors, la première maîtrise, parce qu'on va parler de 80, comment arriver déjà à 80% avant de reprendre la reprise. Je vais vous donner des éléments et c'est pour ça que je vous demandais de bien enregistrer ce que je vais vous dire. La première des choses, c'est de bien maîtriser le comportement de votre clientèle. Ce que je vais vous présenter là, si vous voulez, c'est comment l'entreprise, elle gagne de l'argent, et comment vous allez être sûr dans le temps qu'elle va continuer à en gagner et comment surtout elle va en gagner plus par la suite. D'accord ? L'objectif, c'est d'avoir une certitude à 1000% sur ces points-là. Donc la première chose, question qui pourrait vous paraître simple, mais c'est qui sont vos clients ? Qui sont réellement les clients de l'entreprise que vous ciblez. Ça peut vous paraître être une question vraiment banale, mais je peux vous le dire pour accompagner quand même un certain nombre de personnes, elle n'est pas si simple cette question. Parce que des fois, on a des flux de clientèle qui sont captifs à l'entreprise et on n'arrive pas à maîtriser d'où ils viennent exactement. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux de ne pas comprendre d'où viennent vos clients. Alors, comment ils connaissent l'entreprise ? Ça, c'est des questions, c'est impératif de pouvoir répondre très parfaitement à ces questions-là. Quels sont les canaux de distribution du produit et sont-ils dangereux ? Parce que si vous avez une diffusion par un canal unique et que c'est un canal unique qui vous amène la clientèle, imaginons la publicité Facebook, d'accord ? Eh bien, c'est extrêmement dangereux parce que si la publicité Facebook s'arrête demain, eh bien, vous vous retrouvez dans une panade, dans une difficulté. L'entreprise ne vaut plus rien d'un seul coup. D'ailleurs, elle a très très peu d'actifs si effectivement le seule source de revenus, de création de chiffre d'affaires, c'est de la publicité Facebook. On n'est pas sur une entreprise qui a un actif, on est sur une entreprise qui a simplement un système. Comment achète-t-il vos produits et vos services ? Pareil, là encore, c'est une question qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Comment ils font ? Quel est le processus d'achat ? Comment est-ce qu'ils en parlent à leurs amis ? Est-ce que si on est en B2C ? Est-ce que si en B2B, est-ce que ça passe par des centrales d'achat ? Ça, c'est des questions auxquelles vous devez impérativement répondre. C'est quoi le parcours du client ? Comment il fait pour arriver jusqu'à votre entreprise ? Est-ce que vous êtes dans une zone commerciale et puis il passe devant 5 concurrents avant d'arriver chez vous ? Est-ce que vous êtes sur Internet et vous êtes dans des requêtes Google en 3e position sur les mots-clés importants ? Est-ce que c'est de la recommandation ? Toutes ces questions sont des questions importantes et doivent être maîtrisées par le potentiel repreneur que vous êtes. Pourquoi viennent-ils dans l'actif ciblé ? Pourquoi ils vous choisissent vous ?
Pourquoi, enfin, ou l'entreprise que vous ciblez, pourquoi ils vont pas vers une entreprise qui serait une entreprise concurrente? Ça, c'est encore une fois des questions importantes. Quel est le degré de rétention de vos clients et à quoi c'est dû? Sont-ils fidèles? Est-ce que c'est des gens qui achètent régulièrement ou est-ce que c'est du one shot, ils achètent une fois? Et pourquoi ils achètent régulièrement chez vous? Pourquoi ils achèteraient régulièrement chez vous? Et pourquoi vont-ils continuer à acheter dans votre entreprise? D'accord? Ça, c'est des éléments qui sont importants. Alors, la bonne question, c'est la question dans laquelle on envisage le pire. Qu'est-ce qui ferait que les clients actuels désaffectionnent votre entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'ils partiraient? D'accord? Est-ce qu'il y a un concurrent qui pourrait vous remplacer rapidement, facilement, simplement? Est-ce que de la réglementation pourrait vous dégager? Est-ce que l'évolution de la consommation pourrait faire que vous n'êtes plus à votre place dans les produits et services que vous vendez? Est-ce que vos produits sont obsolètes rapidement, simplement? Et je voulais vous prendre les micros, parce que vous savez, les micros comme celui-là, là. Donc, moi, j'ai acheté un micro Blue, d'accord? C'est la marque Blue, donc c'est des super micros, mais qu'est-ce qui fait que demain, par exemple, Apple ne lancerait pas le iMicro, par exemple? Qu'est-ce qui fait que YouTube ne lancerait pas un micro? Et qu'est-ce qui fait que Blue pourrait être concurrencé? Est-ce qu'à un moment, un concurrent ne pourrait pas prendre le lead, pourrait avoir plus d'impact? Je veux dire, si demain, on a Google ou Apple qui commence à se lancer comme ça dans des micros, ça pourrait vraiment mettre en difficulté eh bien, cette entreprise. Il y a des concurrents qui pourraient se substituer. Voilà, c'est toutes ces réflexions que vous devez avoir. Ensuite, il faut maîtriser les nouvelles orientations de votre secteur d'activité, la rotation de tendance, les évolutions de consommation, les nouveaux produits. Je vais vous prendre un exemple qui est l'exemple des foils en voile. Si vous n'êtes pas familier avec le nautisme, il faut savoir qu'il y a une nouvelle tendance qui est vraiment en train d'émerger, c'est qu'aujourd'hui, on a sur des bateaux, vous savez, des ailes qui viennent en dessous du bateau, ce qui font que le bateau se relève et qu'il va beaucoup plus vite. Parce que pour qu'un bateau aille vite, il faut qu'il frotte peu sur l'eau. Il faut qu'il y ait peu de friction avec l'élément eau. Et donc, on a une nouvelle tendance qui est en train d'émerger, qui est très très forte, c'est ces foils. Et bien là, on va remplacer, les produits vont tranquillement, par tendance, aller vers les foils. Tous les gens qui font du kitesurf maintenant veulent des foils. De la planche à voile, il faut des foils. Maintenant, il faut des foils partout. Bon. Le bio est quelque chose qui vient très très fort. Vous savez, la marque Naturalia, qui est détenue par Carrefour ou Casino, je ne sais plus, eh bien, c'est pourquoi? Parce qu'ils anticipent une tendance, une évolution, une nouvelle tendance qui arrive, et donc ils ont pris le lead avec une nouvelle marque. L'écologie durable, la technologie. Évidemment, un micro comme celui-là, dans 3 ans, il est dépassé parce que la techno, elle a besoin de tout le temps avancer. Vous devez, dans tous les cas, retenir quelque chose, toujours lire 2 ou 3 études de votre secteur d'activité qui vont vous expliquer comment évolue eh bien, ce secteur. Les études Xerfi, qui valent 1000, 2000, 3000, 5000 euros, sont d'excellents moyens de comprendre et vous allez prendre un lead important en le faisant. Mais il n'y a pas que ces revues-là, il y a beaucoup d'études que vous pouvez étudier. Et moi, je vous le dis, le benchmarking, ce que je vous présente là, ça représente à peu près la moitié de mon temps. Quand je fais une reprise, c'est la moitié du temps, c'est ça, en fait. C'est de bien comprendre. L'idéal, c'est d'avoir une expérience dans le secteur, à minima comme client, que vous compreniez à minima comment ça marche. Parce qu'on a tous été clients et on s'est tous dit un jour, ah ben ça serait bien si cette telle entreprise, elle faisait ça. Ah ben ça serait bien si le service, il évoluait de cette manière-là. Une bonne maîtrise des tendances va nous aider à trouver les axes de développement et nos stratégies d'upgrade. Les stratégies qui vont permettre de créer de la croissance dans les entreprises. Je vous le redis, je vous rappelle que nous, on recherche de la croissance. Et le fait de faire ce travail-là va nous permettre d'aller chercher des levées de croissance. Ensuite, il vous faut maîtriser l'environnement concurrentiel. Qui sont les concurrents? Alors, pour bien comprendre ça, il faut comprendre le modèle économique, le métier réel d'une entreprise. Vous le savez, et peut-être que vous ne le savez pas, mais je présume que vous le savez, le vrai métier de McDonald's n'est pas de vendre des hamburgers, mais est d'avoir de l'immobilier, d'accord? Il se positionne sur des lieux très intéressants où l'immobilier a beaucoup de valeur et ils vendent des hamburgers dessus. Mais le vrai métier de McDonald's, c'est l'immobilier. Le métier de Peugeot, de plus en plus, c'est de moins en moins de vendre des voitures et de plus en plus de vendre du crédit, d'accord? De vous vendre des services financiers.
D'accord? Ça, c'est presque, je crois, un tiers de l'activité maintenant des marques automobiles, c'est de vendre du service. Le métier d'un bar d'ambiance, c'est pas de vendre de la bière. C'est de vendre une ambiance, c'est de vendre un lieu de vie, c'est de vendre une émotion autour de ça. Et donc, on comprend bien qu'un bar, son concurrent, c'est pas tout à fait un autre bar. C'est tout ce qui pourrait remplacer une ambiance. C'est tout ce qui pourrait remplacer un lieu de vie comme une plage entre amis. Voilà, c'est ça les concurrents. La technologie, le vrai métier des micros, d'accord, le vrai métier de eux là, c'est pas de faire des micros, c'est de faire de la R&D, c'est d'être toujours en avance sur son concurrent et d'être toujours en pointe, d'accord. Et c'est très important ce que je suis en train de vous dire là parce que on peut vite se tromper dans le métier qu'on va faire vraiment. On peut penser que un certain nombre d'activités, eh ben le métier c'est celui-là, mais en fait c'est autre chose. Le métier d'Amazon, par exemple, c'est pas de vendre des colis. Le métier d'Amazon, c'est de faire du cloud, c'est de vendre des services en ligne, d'accord, à des entrepreneurs, à des sociétés bien établies. Et c'est avec ça qu'ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, mais il y a très, très peu de gens qui l'ont compris, qui le savent, d'accord. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Et ce que je vous dis, c'est que vous devez bien comprendre le métier réel de l'entreprise, le métier qui est derrière la façade du produit ou du service qui est vendu. Le produit ou le service, quand on parle de ça, on va parler des concurrents et on va dire quelle est leur taille, le nombre de produits et de services qu'ils peuvent vendre dans l'année. Quelle est leur capacité de perturbation? Comment vraiment ils pourraient vous perturber dans votre activité, vos concurrents? Comment ils pourraient même vous entraver dans votre développement? Et je prends en exemple la grande et la moyenne distribution. Pourquoi je vous prends la grande et la moyenne distribution? Parce que la grande et la moyenne distribution, quand on veut s'implanter et qu'on est un jeune artisan, d'accord, et qu'on a des produits locaux à mettre, on est reçu évidemment avec plaisir, mais quand on a vraiment de l'ambition, on va se voir mettre des roues, des bâtons dans les roues parce que les concurrents, qui sont eux implantés depuis très très longtemps, ils ont des échanges bien plus privilégiés que vous avec ce secteur-là. Et même si ça reste de la relation client-fournisseur, c'est une relation qui est un petit peu biaisée et dans laquelle vous allez peut-être avoir plus de mal à vous imposer que vos concurrents. Alors voilà, donc je vous ai dit ça. Peuvent-ils facilement vous disrupter? Est-ce qu'ils peuvent vite vous remplacer? Est-ce qu'ils peuvent vous copier facilement? Vous remplacer facilement? Vous supplanter votre marketing facilement? Est-ce que vous n'avez pas la force marketing? Est-ce qu'ils ont une taille bien plus grande que vous et vous pourriez vous faire manger bien rapidement? Ça peut être aussi une stratégie de vouloir se faire manger et de faire un exit de cette manière-là, mais ça doit être une stratégie qui doit être comprise et pas subie. On va faire l'analyse des comptes, de leur process et de leur stratégie de cette manière-là, d'accord? Ça, c'est un travail que vous devez faire. Vous devez avoir un panorama très clair qui soit écrit de votre environnement concurrentiel et ça représente, encore une fois, plusieurs heures de travail. Et je peux vous le dire parce que je suis en train de le faire actuellement dans le cadre de reprise que je suis en train de faire et vraiment, ça demande du temps, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut être passionné. C'est pour ça qu'il faut être intéressé à ce que vous faites parce que ça doit être une excitation de le faire parce que vous allez comprendre des choses qui vont vous permettre de bien avancer. Ok, on va continuer. Je vais revenir juste en bas là. Ensuite, on va faire la maîtrise toujours du marché. Quel est l'état du marché? Est-ce que l'on est dans un marché qui est complètement éclaté, atomisé, typiquement le retail, ou est-ce qu'on est sur des marchés matures où il y a très très peu d'acteurs? Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, je vous prends l'exemple de la pâtisserie, et puis on a parlé de Naturalia tout à l'heure. Naturalia, c'est son océan bleu. Je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Pareil pour la rénovation énergétique. Retenez un petit peu ces termes-là, on va les voir tout à l'heure. Je vous montrais cette courbe-là, et je vais me cacher. Un marché, il démarre toujours comme ça et il finit toujours comme ça. Et si vous voulez, à la phase de maturité, vous allez avoir une phase de déclin, sauf à avoir des nouvelles stratégies qui vont permettre de régénérer de la croissance et de revenir en début de courbe. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous parlais d'océan bleu. Parce que si on n'a pas d'océan bleu et qu'on est sur des marchés matures, et si vous vous projetez là-dessus, si vous souhaitez reprendre des entreprises qui sont dans un secteur mature, ça peut être difficile pour vous. Parce que
Imaginez que vous rachetiez Facebook, par exemple. Si vous rachetez Facebook, il n'y a plus de croissance. C'est plus possible de progresser. Facebook, il est déjà au maximum de ce qu'il fait. Il est au maximum des utilisateurs qu'il peut avoir. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est au maximum des annonceurs? Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de monde sur Facebook? Je pense que oui, mais on est quand même sur un marché qui est mature. Et qu'est-ce que fait Facebook? Lui, sa seule stratégie qu'il peut avoir, c'est d'acheter Instagram, c'est d'acheter WhatsApp, c'est d'acheter des concurrents, c'est de faire donc de la croissance externe pour continuer à accroître, parce que on voit bien qu'on est sur un marché mature et que si Facebook reste Facebook, il va décliner à un moment ou un autre, c'est sûr, ça va arriver, et donc il y a besoin de se renouveler et de trouver soit un océan bleu, mais visiblement il ne le trouve pas, ou de faire de la croissance externe. Et donc, quand vous êtes dans la petite courbe, eh bien, pour pas retomber, d'accord, dans cette courbe, vous allez avoir nécessité de faire soit de l'océan bleu, soit de la croissance. Naturalia, c'est ce qu'ils font. Naturalia, c'est la branche développement durable d'un groupe, je ne sais plus, Casino Carrefour, d'accord. Et Naturalia, c'est l'océan bleu. Et là, ils s'implantent j'en ai un juste à côté de chez moi, là, dans les villes. Et donc, ça permet d'aller chercher de nouveaux marchés, de nouveaux segments de marché qu'ils ne vont pas toucher, c'est-à-dire tous les gens qui font leurs courses en ville et qui ne vont pas dans les centres commerciaux. On va faire en parallèle de ça, et on va revenir sur ce que je vous ai dit précédemment, on va faire l'analyse des barrières qui sont les barrières à l'entrée. La pluralité d'acteurs est aussi due aux barrières à l'entrée. L'exemple flagrant aujourd'hui, c'est l'exemple du coaching. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée et on est dans un secteur qui a beaucoup de croissance, puisque on commence à être mature, mais il y a encore beaucoup de potentiel. Et les questions que vous devez vous poser, c'est quel est votre avantage compétitif qui va être difficilement atteignable par d'autres? Et est-il durable dans le temps? Est-ce que vous avez vraiment des barrières à l'entrée dans les entreprises que vous ciblez? La barrière à l'entrée est souvent donnée par l'acquisition d'un actif. Cela peut être aussi dû à un système. Et c'est important que vous sachiez si vous êtes sur un actif ou sur un système, parce qu'un système ne vaut rien, un actif vaut beaucoup d'argent. Et une fois que vous avez déterminé si vous êtes sur un système ou sur un actif, et je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite sur Théophile Hélier qui souhaitait vendre ses chaînes YouTube, etc., etc. Et en fait, il n'a que des systèmes, il n'a pas d'actifs. En fait, il a très peu d'actifs, mis à part son site internet qui fonctionne en SEO. Si vous êtes sur des systèmes, c'est difficile parce qu'un système, c'est duplicable. Un actif, c'est difficilement duplicable. Quand vous avez un établissement qui est bien implanté, un hôtel, par exemple, qui est très bien installé, moi, je suis à Nice, donc sur la promenade des Anglais, je vais vous dire, c'est difficilement concurrençable quand même, un hôtel sur la promenade des Anglais. Vous voyez, il faut en acheter un autre. Voilà. Donc ça, c'est comment je vais faire après pour valoriser cet hôtel qui est déjà très bien implanté. Alors là, on va faire quelque chose qui va être très intéressant et qui va beaucoup vous aider, et je vous invite à faire aussi la capture de ça. C'est l'état du marché par rapport aux barrières à l'entrée. Dans un cas, quand on est, alors B- et B+, B- c'est les barrières à l'entrée quand il y en a peu, et B+, c'est les barrières à l'entrée quand elles sont fortes. Quand on est en B-, donc quand on a un peu de barrières à l'entrée, mais qu'on est dans un secteur où il y a beaucoup de croissance, d'accord, donc quand on est en croissance, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'accord, quand on est en début de pente, on va avoir une pluralité illisible d'acteurs en recherche de différenciation. C'est typiquement le cas vraiment de l'histoire du coaching. Actuellement, on est là, on a de la croissance et on n'a pas de barrière à l'entrée, donc on a plein d'acteurs. Vous le voyez dans vos fils Facebook, quand vous avez tout le temps des pubs de plein de personnes différentes sur un produit, c'est que vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et dans le service, c'est encore pire. Par contre, quand on est avec des barrières à l'entrée faibles et qu'on est sur des marchés matures, on va se battre sur une seule chose, puisqu'on ne peut se battre que sur ça, sur le prix et sur la recherche d'océans bleus, de nouveaux marchés. Je m'adressais aux personnes en perte de poids, je vais m'adresser aux personnes qui vont vouloir, je sais pas moi, faire du sport. Bon. On va chercher des nouveaux marchés, mais vous voyez, c'est difficile. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des barrières à l'entrée qui sont fortes. Et là, la situation verte, les entreprises vers lesquelles vous devez vous pencher, le secteur dans lequel vous devez aller, c'est véritablement le secteur qui est en croissance avec des barrières à l'entrée fortes. Vous allez ainsi avoir des opportunités grâce à une valorisation qui va croître avec la rentabilité. J'achète, j'ai peu d'acteurs parce qu'il faut quand même une barrière à l'entrée, mais j'ai beaucoup de croissance. Ça, c'est vraiment le top parce que c'est des entreprises qui prennent beaucoup de valeur. Et puis, vous avez quelque chose qui est un peu orange, je ne l'ai pas mis en rouge, je l'ai mis en orange. C'est quand on a des barrières à l'entrée fortes et que le marché est mature.
c'est relativement cher. Je vous reprends l'exemple de WhatsApp. Marché mature, barrière à l'entrée forte. Recherche de croissance par l'acquisition. On va faire de la croissance externe. Repensez à ce que je vous ai dit sur Facebook qui fait l'acquisition de WhatsApp, justement, d'Instagram, etc., etc. Par contre, ça peut être une situation verte si on a des océans bleus et qu'on peut aller sur des nouveaux marchés. Là, on a quelque chose qui peut être intéressant. Encore faut-il détecter l'opportunité. Donc, je vous invite plutôt à être dans le cadran de la croissance B+. D'accord ? Quand on est dans un secteur avec beaucoup de croissance, avec des barrières à l'entrée forte, là, vraiment, vous êtes sûr que vous êtes dans une très belle situation. Je vais me remettre juste ici. Alors, on va également regarder les particularités qui sont liées à ces secteurs. Quelle est la réglementation qui peut s'appliquer? Est-ce que le marché du travail est tendu ou pas? Par exemple, dans le BTP, le marché du travail est quand même assez tendu, donc ça nécessite d'avoir des stratégies par rapport à ça. Vos fournisseurs sont-ils nombreux ou peu nombreux? Peuvent-ils vous gêner? Parce que des fois, on a des fournisseurs quasiment exclusifs, d'accord? Et donc, on est gêné par ça et ça gêne notre développement. Alors, en semi-conclusion, parce que j'ai encore quelques slides à vous montrer, mais ce que je vous invite à éviter, c'est tout ce qui est écrit ici, les professions réglementées, parce que il faut être réglementé par définition. Les franchises, sauf à les faire vous-même. Et je vous invite à re-regarder tout ce qui a trait à la location-gérance. Les professions à forte expertise, métiers avec pénurie de main-d'œuvre, comme les électriciens. Mais cela peut aussi être une force si on décide d'axer sa stratégie sur le recrutement de ces profils maltraités. On va faire de cette faiblesse une force, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une marque employeur, une dynamique, une politique RH très forte, une dynamique de recrutement très très forte, et on va peser très fort sur le marché du travail pour recruter ces talents qui sont difficiles à avoir en interne. Tout ce qui va reposer sur un branding personnel fort. Tout ce qui repose sur de la réglementation type environnement, ICPE, donc si vous ne savez pas ce que c'est très bien. Les CBD Shop, et je lisais encore aujourd'hui que des fleuristes qui avaient des difficultés, c'était où? C'était dans l'ouest de la France. Ils avaient des difficultés à vendre et ils ont décidé de vendre du CBD. Okay, et ils se sont pris 6 mois avec sursis et 10 000 euros pour la femme et 10 000 euros pour le monsieur d'amende. Donc 20 000 euros. Quand on est fleuriste et qu'on est en Covid, on est vraiment ravis d'avoir des peines comme ça qui nous tombent sur le coin du nez. Alors que dans le département juste à côté, et en droit pénal, on appelle ça des arrondissements. Dans l'arrondissement juste à côté, eh bien, il n'y avait pas de problème. Enfin, moi, je veux dire, ici, on vend du CBD. C'est même pas fermé. Je veux dire, c'est considéré comme un commerce essentiel. On marche sur la tête. Mais je vous invite à éviter tout ce qui est sensible comme ça, parce qu'on a des réglementations qui marchent un peu sur la tête avec des applications qui sont complètement délirantes. Tout ce qui est dépassable ou mangeable trop facilement par des gros. Eh oui, si un gros se positionne à côté de vous, un gros concurrent, et il vous mange, ça ne nous intéresse pas. Toutes les entreprises qui ont une source de chiffre d'affaires trop centralisée et dépendante d'un fournisseur à client unique, par exemple, ou dès que 30% du CA ne dépend que du bon vouloir de quelqu'un d'autre, vous devez éviter ça. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de cette vidéo. On cherche à savoir si, petit 1, comment on gagne de l'argent, petit 2, si on va continuer et s'il y a un risque qui pèse sur ces rentrées d'argent dans l'entreprise que l'on cible. On va éviter également toutes les entreprises qui sont aujourd'hui en infraction, où c'est un élément de négociation avec une clause de responsabilité. C'est toute la problématique du pénal. Si vous avez des entreprises qui sont en infraction, ça peut vous permettre de faire baisser le prix et de faire peser la responsabilité sur l'autre, mais ça nécessite d'être accompagné par un juriste dans ce cadre-là. Ensuite, les entreprises qui n'ont pas une équipe en place, sauf si la rémunération exceptionnelle du dirigeant qui va pouvoir être réfléchie avec une équipe opérationnelle en recrutement. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous avez des entreprises qui n'ont pas d'équipe, mais que le dirigeant se paye 100 000 euros par mois, d'accord, eh bien, vous allez vous payer vous 10 000 et les 90 000, vous allez dédier à créer une équipe qui va permettre de gérer ça. Ensuite, vous allez tout ce qui va vous challenger parce que la taille est trop grosse, parce qu'il y a des enjeux émotionnels par rapport à votre vécu, à votre passif, qui fait que vous avez du mal à vous projeter sur ces entreprises. Évidemment, on va les éviter. Ensuite, en conclusion, plutôt,
sur cette présélection, on va éviter les entreprises, et on va aller sur des entreprises qui sont peu perturbables par la concurrence et l'évolution du secteur, avec une demande du marché suffisante dans le temps. D'accord ? C'est la phrase que vous devez noter en gros dans cette partie-là pour ceux qui sont dans l'incubateur, parce que c'est ce qui va suivre par rapport à la suite. Les entreprises que nous cherchons, c'est des entreprises qui sont soit saines, soit en difficulté. Ce sont des entreprises VIP pour Very Interesting Potential, des entreprises qui ont beaucoup de potentiel, de valeur derrière, qui vont nous permettre de dégager de belles plus-values si on souhaite les revendre ou de beaux rendements derrière la reprise. La stratégie que moi je propose, c'est d'avoir une rentabilité qui augmente N+1, N+2, N+3 et qui monte avec le temps. D'accord ? Ça, c'est vraiment la proposition que je fais et que vous devez suivre si vous avez envie de suivre 10 années d'expérience dans la reprise d'entreprise. Elles doivent, petit 1, avoir un potentiel de création de valeur, ce qui va nous permettre de les faire réaliser un upgrade et d'obtenir un chiffre d'affaires qui va être multiplié par 2 au minimum et une rentabilité qui va être multipliée par 4 au minimum. D'accord ? Donc ça, c'est ce que vous devez repérer comme entreprise. On va aussi sélectionner des entreprises qui ont le potentiel de nous positionner comme un investisseur. Je vous rappelle, on ne veut pas travailler dans nos entreprises, ou en tout cas, même si on a décidé de travailler à l'intérieur d'elles, on ne veut pas qu'elles soient dépendantes de nous. Ça, c'est vraiment un point très, très important. Sinon, c'est du salariat plus, d'accord ? C'est-à-dire qu'on quitte le salariat pour rentrer dans l'entreprise individuelle, l'indépendance, l'auto-entrepreneur. En fait, c'est du salariat sans pression hiérarchique. D'accord, contrainte hiérarchique derrière, mais ça reste du temps échangé contre de l'argent. Et quand on passe dans la reprise d'entreprise, on ne veut pas échanger notre temps contre de l'argent. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. D'accord, sinon, on passe à côté d'une partie du projet. Enfin, on veut des entreprises qui ont un potentiel de revente. On veut des entreprises qui soient liquides. D'accord, parce qu'on peut acheter des entreprises qui vont être difficilement vendables. Même si on ne veut pas les vendre, il faut qu'elles soient liquides. Parce que ça va vous permettre d'avoir des entreprises sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer dans le cadre de vos développements futurs. Rendez vos entreprises liquides. Et vous devez ajouter vos propres critères par rapport à tout ce que je viens de vous dire. S'il s'agit de votre première acquisition, la question de la géographie va se poser. Peut-être que vous allez vouloir être proche de l'entreprise. Vous devez définir si l'entreprise pourra vous payer dès le premier jour. Est-ce que le dirigeant se payait ? Mais on rentre presque dans les due diligence quand on fait ça. Et si vous souhaitez évidemment vous faire payer. D'accord ? Vous devez faire ce travail-là. Alors, si la reprise vous intéresse, je voudrais également vous dire que j'ai enregistré une conférence en ligne que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Cette conférence, ce sont les 7 étapes pour devenir investisseur en reprise d'entreprise. Donc, c'est une conférence qui dure à peu près 1 heure, je crois, 45 minutes, 1 heure, et dans laquelle je développe encore plus ce que je viens de vous montrer là. Et je vous rappelle que ça, c'est un module qui va aller après dans la formation, l'incubateur. Je vous invite donc à regarder dans la description de cette vidéo si cette conférence peut vous intéresser. Je vais également vous mettre une vidéo là dans le coin, par là, je ne sais pas où, reviens ici, qui va être complémentaire à ce que je viens de vous présenter là et qui j'espère va vous plaire. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo si ce format vous plaît ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est si le format vous plaît, vous mettez un pouce, comme ça me fera en même temps du référencement. Si ça ne vous plaît pas, vous mettez le pouce dans le sens opposé. Ça me permet d'ajuster au mieux le type de vidéo que je souhaite vous délivrer et d'avoir votre feedback par rapport à ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!